Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je voudrais vous parler d'épigénétique. Alors, l'épigénétique, qu'est-ce que c'est ? Ça va être l'étude des modifications qui sont réversibles et héréditaires de l'expression des gènes, mais qui ne modifient pas la séquence d'ADN elle-même. Ces modifications, elles vont influencer soit l'activation, soit la répression des gènes, mais sans jamais changer la séquence des nucléotides de l'ADN. Les changements épigénétiques, ils vont permettre à l'organisme de réguler tout son génome en fonction des conditions environnementales sans nécessité de mutation génétique. L'épigénétique, ce n'est pas une mutation génétique. Ce n'est pas une modification de la séquence nucléotidique d'ADN. C'est des modifications qui vont influencer l'activation ou la répression des gènes, mais on ne touche pas à l'ADN en tant que tel. Et les mécanismes épigénétiques, ils jouent un rôle central dans le contrôle de l'expression génique au cours du développement, au cours du vieillissement et également en réponse à des facteurs environnementaux. Alors il y a plusieurs mécanismes qui existent, mais parmi les principaux, les plus connus que je vais citer ici, on va avoir la méthylation de l'ADN, la modification des histones et l'action des ARN non codants. Donc premièrement, je vais vous parler de la méthylation de l'ADN. Donc la méthylation de l'ADN, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'ajout d'un groupe méthyle, donc un groupe méthyle c'est un groupe CH3, sur les bases cytosine de l'ADN, normalement en position 5'. Et cette modification, elle est catalysée par des enzymes spécifiques qu'on va appeler des ADN méthyltransférases. Que vous l'avez compris, ce sont des enzymes qui vont transférer un groupement méthyle sur l'ADN, en l'occurrence sur une cytosine. Donc dans les cellules, les groupes méthyles, donc les groupes CH3, ils sont principalement ajoutés sur les cytosines situées au niveau des îlots CPG. Donc en gros, c'est des régions qui sont très riches en cytosine et en guanine. Et ces îlots CPG sont généralement au niveau de régions promotrices de gènes, c'est-à-dire les régions qui vont réguler l'expression des gènes. Et donc la méthylation de ces îlots va empêcher l'activation de l'expression génique par le biais de protéines régulatrices qui vont réprimer l'accès de la machine transcriptionnelle de l'ADN et donc les gènes ne seront plus transcrits. En d'autres termes, la méthylation de ces îlots, donc de ces cytosines au niveau de ces îlots CPG, il y a une petite enzyme, la méthyltransférase, qui va venir déposer un CH3 sur la cytosine au niveau d'un îlot qui se trouve au niveau d'une région promotrice de gènes. Et le CH3 va créer comme un encombrement stérique, ça va prendre de la place. Et du coup, la région promotrice du gène, elle sera moins accessible pour activer la transcription. Et donc, les gènes seront moins transcrits car moins d'accessibilité à cette région-là à cause de ce fameux méthyle. Donc, ce que je vous disais, la méthylation de l'ADN, généralement, elle est associée à la répression de la transcription. Lorsque les régions CPG dans les promoteurs ils sont fortement méthylées, le gène associé à ce promoteur, il est susceptible d'être beaucoup moins exprimé à cause de cette méthylation. Et cette répression, elle est souvent stable et elle peut être transmise de manière héréditaire lors de la division cellulaire. Par exemple, dans un cas de cancer, la méthylation des gènes suppresseurs de tumeurs, qui vont donc normalement inhiber la croissance cellulaire, ça va pouvoir mener à une répression aberrante de ces gènes et donc contribuer à la formation des tumeurs. Et par exemple également, la méthylation donc excessive de certains oncogènes va conduire à leur activation du coup inappropriée, ce qui va favoriser la croissance tumorale. Ensuite, la deuxième grosse modification épigénétique dont on va parler, ça va être la modification des histones. Donc les histones, si vous avez des bases de biologie moléculaire, ce sont des protéines qui vont s'associer à l'ADN pour former la structure qu'on appelle la chromatine. Et ces protéines associées à l'ADN, elles peuvent subir différentes modifications chimiques qui vont donc modifier la compaction de l'ADN
et donc encore une fois l'accès aux gènes. Donc les modifications que peuvent subir les histones, elles sont plusieurs. Je vais vous en citer 4. On va parler de l'acétylation, de la méthylation, de la phosphorylation et de l'ubiquitination. Premièrement, l'acétylation, ça va être l'ajout d'un groupe acétyl, donc COCH3, sur les lysines des histones. Donc les lysines sont des acides aminés. Et ce groupement acétyl va neutraliser la charge positive des lysines. Et donc ça va réduire l'attraction entre les histones et l'ADN. Et ça va entraîner un décompactage de la chromatine. Et du coup, ça va faciliter l'accès à l'ADN pour la transcription. Donc généralement, quand il y a une acétylation des histones, c'est généralement associé à un plus fort taux de transcription des gènes, car l'accès à l'ADN est plus facile, tout simplement. Comme l'ADN, les histones peuvent être également méthylées, donc toujours le fameux CH3, qui va toujours être ajouté au niveau des lysines des histones. Et là, la méthylation des histones, ça peut avoir des effets variés. Soit ça va activer, soit ça va réprimer la transcription. Ça dépend de la position et du nombre aussi de groupements méthyl qui sont ajoutés. Parce qu'on peut avoir une double méthylation, une triple méthylation. Là, y a pas de règle. La troisième modification des histones, ça va être la phosphorylation. Donc là, c'est l'ajout d'un groupement phosphate sur les histones. Et toujours pareil, ça va modifier l'interaction avec l'ADN et les autres protéines de la chromatine. Et la phosphorylation, elle est souvent associée à des changements dans la structure de la chromatine lors de la division cellulaire. La dernière modification des histones dont je veux vous parler, ça va être l'ubiquitination. Donc là, on va ajouter un groupe ubiquitine sur les histones et ça va venir influencer la stabilité des histones et l'accès à l'ADN. Ensuite, le dernier mécanisme d'épigénétique dont je voulais vous parler, ce sont les ARN non codants. Donc ARN-NC pour ARN non codants, qui sont des molécules d'ARN qui ne sont pas traduites en protéines, mais qui jouent un rôle clé dans l'expression génique à différents niveaux. Donc on va avoir différents ARN non codants. On va avoir les micro-ARN, qui sont des petits ARN non codants qui vont réguler l'expression génique en se liant à des ARN messagers qui cibles spécifiques. En gros, ils vont bloquer la traduction des ARN messagers en protéines ou alors favoriser leur dégradation. Par exemple, les micro-ARN, ils peuvent réguler l'expression des gènes impliqués dans le développement, dans la prolifération cellulaire et dans l'apoptose. Et dans le cancer, il y a certains micro-ARN qui vont être désactivés ou surexprimés et du coup, ça va contribuer à la progression tumorale. Le deuxième type d'ARN non codant, ça va être les long non-coding ARN. Donc, c'est des ARN qui sont plus longs que les micro-ARN et qui vont pouvoir interagir avec la chromatine ou avec les facteurs de transcription pour activer ou réprimer la transcription de gènes spécifiques. Par exemple, certains ARN long non-coding sont impliqués dans l'inactivation du chromosome X chez les femelles ou dans la régulation de gènes liés à la différenciation cellulaire. Maintenant, je vais vous parler un peu des applications de l'épigénétique, parce que l'épigénétique, elle a des applications très importantes dans la compréhension des maladies, en particulier des maladies complexes telles que le cancer, les troubles neurologiques, les maladies cardiovasculaires et aussi dans l'étude des facteurs environnementaux. Donc par exemple, pour la compréhension des maladies comme le cancer, dans de nombreuses formes de cancer, les modifications épigénétiques, elles vont jouer un rôle dans la répression, dans l'activation aberrante de gènes. Par exemple, donc, des modifications de méthylation de l'ADN, de modification des histones vont pouvoir réprimer des gènes suppresseurs de tumeurs, ce qui va donc entraîner une croissance cellulaire incontrôlée. Et par exemple, les cancers du sein, le cancer colorectal ou encore le cancer prostatique, ils sont souvent associés à des profils épigénétiques particuliers et il y a donc des traitements qui visent à inverser ces modifications, comme par exemple des inhibiteurs de méthylation, et tout ça c'est des traitements qui sont en cours d'étude.
Pour prendre un autre exemple des applications de l'épigénétique, je vais vous parler des influences des facteurs, de l'influence des facteurs environnementaux. Parce que l'épigénétique, elle montre en fait comment des facteurs environnementaux, par exemple le stress, l'alimentation, l'exposition à des toxines, va moduler l'expression génique. Et ces changements, ils peuvent être soit temporaires, soit persistants, et du coup influencer la susceptibilité à certaines maladies. Par exemple, une alimentation qui va être très riche en graisse, elle va pouvoir affecter la méthylation de certains gènes qui vont être liés à la gestion du métabolisme et du coup augmenter le risque de développer des maladies comme le diabète ou l'obésité. Et de même que des facteurs de stress environnementaux, ils vont pouvoir modifier l'expression des gènes et la régulation des hormones du stress et donc influencer des maladies liées au stress, donc par exemple des troubles de la dépression ou des troubles anxieux. Donc voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je voulais parler d'épigénétique, donc c'est chose faite. J'espère que j'ai été claire, que c'était assez simple à suivre. Et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions ou à réagir en commentaire. Je lirai tout ça avec plaisir et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.